avait tout un débat sur la population française n'a pas assez confiance en sa police. Il faut absolument restaurer le lien de confiance de la population envers sa police. C'est d'ailleurs ce que dit tous les jours Gérald Darmanin lorsqu'il dit qu'il faut ressouder la population autour de sa police. Appeler la délation, c'est appeler à créer un lien avec la police. Et puis, de manière beaucoup plus générale, si tout le monde se dénonce, tout le monde a la peur de tout le monde. Il y a donc une forme d'insécurisation mutuelle. Et donc, si la population elle est insécurisée, elle est divisée, ça empêche les luttes communes et ça assoit le contrôle de l'État sur la population. C'est que du moment qu'on signale, qu'on dénonce, qu'on pratique la délation, on appelle les autorités à faire quelque chose. Et donc, on crée un lien avec la police, on crée un lien avec la justice. Et moi, l'hypothèse, la thèse que je défends, c'est que les appels à la délation, ce sont des appels à construire un lien avec la police et avec les autorités de répression. C'est pour nous tenir. Salut Vanessa, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, je m'appelle Vanessa Codacioni, je suis maîtresse de conférence à l'Université Paris 8 au département de sciences politiques et je travaille principalement sur la répression. Et aujourd'hui, tu viens nous parler d'un de ton ouvrage récemment paru aux éditions textuelles qui s'appelle La société de vigilance, sous-titré Autosurveillance, délation et haine sécuritaire, qui fait suite à 15 ans de travaux sur la répression, notamment le dernier ouvrage paru, c'est cette même édition textuelle en 2018 qui s'appelait Répression. Cette fois, tu reviens sur cette vigilance sécuritaire nouvelle qui implique la surveillance active des citoyens et des citoyennes, une forme de répression participative au service de l'État, dans une logique de service sur la lutte antiterroriste. Tu parles d'un tournant sécuritaire, une forme d'aboutissement ou d'achèvement de la société disciplinaire, tout cela s'adossant à un contexte particulier qui est celui de l'émergence de la lutte antiterroriste comme étant au cœur de la politique sécuritaire. Est-ce que tu peux expliquer en quoi la question terroriste justifie la mise en place de dispositifs d'autosurveillance et de délation comme tu le décris dans ton livre ? Alors, ce qui est très important quand on travaille sur la répression de manière générale, mais l'autosurveillance, la délation, les logiques sécuritaires aujourd'hui, c'est ce tournant de la lutte antiterroriste et plus précisément ce tournant du 11 septembre 2001. En fait, l'autosurveillance, la délation a toujours existé. On peut en trouver des traces dans l'histoire depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ. Au XIIIe siècle, en Angleterre, on appelait les citoyens à arrêter eux-mêmes les suspects, à les remettre aux autorités. On peut penser aux périodes de guerre, on peut penser à Vichy, on peut penser au régime autoritaire, à la RDA. Mais ce qui se joue aujourd'hui, c'est qu'il y a une banalisation et une routinisation de l'autosurveillance. Et ça, c'est vraiment le 11 septembre 2001. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme après chaque attentat, mais celui-là, il était vraiment d'ampleur, on se tourne vers les services de renseignement. Pourquoi est-ce que les services de renseignement n'ont pas réussi à déjouer cet attentat ? Et vous avez toute une série de réflexions d'experts, d'hommes politiques, d'agents de services de renseignement qui vont réfléchir à cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été capable de l'anticiper ? Et l'une des réponses, et c'est très intéressant de travailler sur ces commissions justement, et c'est ce qui se dit, c'est que l'une des réponses, c'est que les États-Unis ont trop privilégié le renseignement technologique, donc les caméras de vidéosurveillance notamment, et qu'ils ont délaissé le renseignement humain. Et donc, il va y avoir deux conséquences à ça. Premièrement, on va recruter massivement des agents de services de renseignement, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe et aussi en France. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on va considérer que les meilleures armes de lutte antiterroriste vont être les yeux et les oreilles des citoyens, avec cette idée que la police et les agents de services de renseignement ne peuvent pas pénétrer dans les maisons, et que les citoyennes et les citoyens ont un pouvoir intrusif beaucoup plus puissant que celui de l'État. Et donc, à partir du 11 septembre 2001, va se mettre en place tout un ensemble de programmes qui vont appeler les Américaines et les Américains à se surveiller entre eux et à se dénoncer. Par exemple, dès 2002, vous avez le ministre de la Justice qui prévoit de créer un corps fédéral d'informateurs aux États-Unis qui va renseigner les agents des services de renseignement. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est par exemple les postiers, c'est par exemple les camionneurs, c'est des professions qui sont en contact avec d'autres personnes ou qui peuvent rentrer dans les maisons, ce qui illustre encore cette volonté de s'introduire dans les foyers des individus pour aller détecter des comportements, des discours suspects. Et puis ce phénomène-là, il va s'amplifier avec le programme qu'on appelle aux États-Unis « If you see something, say something ».
Si tu vois quelque chose, dis-le, ou si vous voyez quelque chose, dites-le, et qui va inciter la population américaine à travers des tracts, des affiches, des vidéos dans les centres commerciaux, à surveiller un ensemble de comportements dans les transports en commun, dans la rue, dans le quartier, évidemment, puisqu'aux États-Unis, il y a aussi une tradition de surveillance de quartier qui est très importante et le gouvernement américain compte s'appuyer sur le Neighborhood Watch, justement pour susciter l'autosurveillance, mais aussi au travail, enfin dans tous les espaces de la vie sociale. Et ces programmes-là vont commencer à s'exporter dans d'autres pays. Ça va être le Royaume-Uni, ça va être le Canada, ça va être l'Australie. En Australie, par exemple, en 2002, on a envoyé carrément des kits de terrorisme aux Australiennes et aux Australiens en leur disant, voilà ce que vous pouvez regarder. Quelqu'un qui a un comportement suspect, qui parle nerveusement au téléphone portable, etc. Et puis on va vous mettre un petit magnète à poser au frigo avec un numéro à appeler en cas d'alerte ou de volonté de signalement. Et donc à partir véritablement de 2001, c'est une multiplication des programmes avec cette idée que les yeux et les oreilles des citoyens vont aider à la lutte antiterroriste. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça illustre, il me semble, un nouvel usage du corps citoyen, à la fois le corps comme support d'information. On va vous prélever des informations sur votre corps en vous écoutant, en vous photographiant, en prenant vos empreintes. Mais ensuite, on va se servir de vous, de votre corps, de vos sens pour aller dénoncer les autres. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important. Oui, et puis aussi, du coup, effectivement, ça construit un corps qui serait vigilant. Et donc ce corps vigilant qui devient une espèce de devoir civique, de devoir patriotique, dénoncer, c'est en fait être au bon service du pays. Et est-ce que tu peux expliquer comment ça se produit, cette espèce de construction d'un corps qui est vigilant et vers quelle fin on le dirige en fait? Alors, c'est compliqué de répondre à cette question, mais comme je disais, effectivement, il y a la volonté de construire des corps utiles à la répression. Et la construction de ces corps utiles, elle va passer, à la fois par des mécanismes, idéologiques, par la politisation de la peur notamment, hein. On va construire, des corps peureux, des corps suspicieux avec cette idée que l'autre est forcément une menace, que ça soit le collègue de travail, que ça soit, le voisin, que ça soit le passant. Et on va inculquer cette idée que face à la peur, il faut absolument, réagir en aidant son pays. Et là, il y a quelque chose de très important, notamment quand on travaille sur la délation, c'est comment est-ce qu'on va valoriser la délation sans prononcer ce terme-là, puisque ce terme-là est banni et considéré comme trop connoté négativement. Eh bien, on va dire aux citoyennes et aux citoyens, il faut que vous donniez l'alerte, il faut que vous signaliez. Et donc, on va valoriser ça comme un devoir patriotique, comme un devoir civique, mais aussi cette construction du corps vigilant, elle va passer par tout un discours sur la résilience. Ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment très important aussi, c'est que le corps vigilant, c'est le corps résilient. C'est quoi un corps résilient? Ben, c'est un corps qui est toujours en mouvement, qui est toujours en alerte, qui est prêt à rebondir face aux crises, qui est prêt à ne pas se retourner en arrière et ne pas être immobile. Et donc, c'est ça le corps vigilant. C'est le corps qui est à la fois en alerte face à l'autre, qui va surveiller l'autre, qui va dénoncer l'autre, mais aussi qui est prêt à surmonter des crises et qui les anticipe. Et ce qui me semble très important, c'est que ce corps vigilant, il se construit dès l'enfance. Dans le livre, je donne l'exemple, par exemple, des exercices sécurité dans les écoles, où on vous apprend très jeune à faire face à une crise, à se cacher, à faire les morts parfois, hein. On a demandé à des enfants dans les écoles de faire les morts pour faire croire voilà, qu'il n'y avait plus de corps à tuer. Et donc très tôt, le corps est construit comme devant réagir à la peur. Et donc très très jeune, hein, on vous apprend qu'il va y avoir des menaces, des risques, des catastrophes et qu'il faudra s'adapter, qu'il faudra rebondir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble très important. C'est à la fois une politisation de la peur, une politisation de l'insécurité. On va gouverner par la peur et à la fois on va gouverner par la résilience. Et donc très jeune, il y a ce façonnage des corps et donc une forme de discipline, hein, qui va s'imposer à nous et qui va passer à la fois par des injonctions politiques. Vous devez faire ceci, vous devez aider votre pays, vous devez signaler, et puis qui va se traduire aussi par des injonctions marchandes, on y reviendra peut-être, hein, de tout un ensemble d'entreprises qui nous incitent à devenir en fait des espions, des policiers quasiment, des agents de service de renseignement, voire des traîtres, hein, puisque bientôt on nous demandera de dénoncer notre propre famille réelle, de sang, je veux dire, ou choisie.
Donc vraiment, c'est quelque chose qui se façonne de multiples niveaux, à la fois par des injonctions politiques et marchandes, à la fois par une idéologie politico-sécuritaire et par ces injonctions à la résilience, et puis par le quotidien en fait. C'est quotidiennement que nous sommes appelés à dénoncer. Si on prend la crise du coronavirus aujourd'hui, c'est massif. Dans tous les pays du monde quasiment, on a appelé les gens à développer des sens pour surveiller l'autre, pour regarder les manquements aux règles de sécurité, pour regarder chez le voisin. En Belgique, je crois qu'on leur demandait de regarder s'il n'y avait pas des coiffeurs qui venaient à l'intérieur de leur maison pour leur couper les cheveux. Et donc, il y a des gens qui ont appelé pour dénoncer des personnes qui se faisaient couper les cheveux chez eux. Et en fait, on devient un petit peu façonné à ça, façonné à la suspicion, façonné à regarder l'autre, à repérer ses déviances, ses anormalités, ses comportements suspects. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'évidemment, ces appels-là, parfois et souvent, ils viennent rencontrer des conflits interpersonnels qui sont préexistants, des conflits dans le travail, des conflits de voisinage, des conflits dans le cadre d'une garde d'enfants, par exemple, d'un divorce. Et donc, ça va ouvrir une fenêtre d'opportunité à tous ces gens-là qui ont des conflits préexistants et qui vont se saisir de ces injonctions pour se venger et pour se faire justice. Ouais, et t'as une formule dans ton livre où tu dis qu'on nous apprend ou qu'on est même exhorté à penser comme la police. Et c'est assez intéressant parce que ça montre bien, enfin tu me diras ce que t'en penses, mais ça montre bien à quel point, par ce biais-là, l'objet que t'as choisi, on voit bien à quel point une espèce de diffusion de la fonction disciplinaire en dehors des institutions sécuritaires, police, justice, prison. Et donc je me demande pour toi si c'est du coup un nouveau stade, en quelque sorte, de la société disciplinaire, ou même une forme d'achèvement, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est un achèvement. En tout cas, il y a un nouveau stade de la société disciplinaire, c'est sûr, parce que la société disciplinaire, en général, elle est pensée comme la surveillance de l'État en particulier, en tout cas comme l'État surveillant qui va aussi impulser des formes de discipline, avec cette image très connue du panoptique de Bentham. C'est quoi le panoptique, hein? C'est une tour posée au milieu d'une prison et tous les prisonniers sont surveillés par des gardiens qui ne peuvent être vus. Et donc ça a un effet disciplinaire, hein, qui est que, se sachant surveillés peut-être à tous les instants, les prisonniers vont modifier leur comportement. Et ce que je dis dans le livre, c'est que nous modifions déjà notre comportement par rapport à la surveillance de l'État. C'est-à-dire on sait que l'État nous surveille, alors certains s'en moquent et agissent comme si de rien n'était, et puis d'autres prennent d'autres précautions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une autre fonction disciplinaire, c'est-à-dire que non seulement on en revient à la question du corps utile et du corps vigilant, c'est-à-dire qu'il y a une disciplinarisation de nos corps pour être des surveillants d'autrui, des espions, des voyeurs, des voyeuses, des harceleuses, des harceleurs, mais aussi on va imposer aux autres et aux cibles de cette surveillance des modifications de comportement. C'est-à-dire que nous-mêmes, on devient les gardiens de la prison de Bentham. C'est-à-dire qu'à la fois, on est surveillé par l'État, on est des surveillés, et à la fois, on devient des surveillantes et des surveillantes des autres, qui peuvent modifier leur comportement par peur d'être dénoncés, par peur d'être visés par une dénonciation calomnieuse, par peur d'être mal vus, d'être dévisagés dans la rue, par peur de subir parfois des violences, qu'elles soient symboliques, psychologiques ou physiques. Et donc oui, je pense qu'il y a vraiment une espèce d'accélération de la société disciplinaire, en le sens où on devient nous-mêmes aussi des agents de disciplinarisation d'autrui. On est discipliné, mais on devient des agents de ce processus-là. Et ça, c'est quelque chose qui me semble s'accélérer, en tout cas être très marquant dans les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui. Oui, et c'est ce passage sur le synoptique aussi, il sous-tend le fait que on doit regarder certaines cibles parmi d'autres. C'est-à-dire il faut faire attention à des signes, à des distinctions qu'on doit considérer comme suspects. Et pour le dire à grands traits, c'est-à-dire le corps vigilant doit regarder le corps musulman. Donc il y a aussi une construction islamophobe qui s'insère dans ce dispositif de corps vigilant. Est-ce que tu peux en dire quelques mots ? Bien sûr. Normalement, le panoptique ou la visée panoptique, c'est tout voir. Et la question que l'on peut se poser, c'est dans nos sociétés où on nous appelle à nous autosurveiller sans cesse, est-ce qu'on est dans un panoptique ? Et il y en a qui ont parlé, par exemple, de panoptique horizontale, où tout le monde se regarde. En fait, non. On est
pas dans un panoptique citoyen, puisqu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que seules certaines personnes sont vraiment regardées. Et ces personnes qui sont vraiment regardées, surveillées, en tout cas qu'on doit surveiller, qu'on nous appelle à surveiller, ce sont toujours des cibles de l'État. Et en particulier dans le cadre de la lutte antiterroriste, ça va être les musulmanes et les musulmans. Autrement dit, il ne faut pas parler de panoptique, il vaut mieux parler de synoptique, c'est-à-dire la surveillance de quelques-unes ou de quelques-uns par tous. Et là encore, il y a une construction du regard citoyen pour que nos regards soient dirigés vers les musulmanes et les musulmans, réels ou supposés par ailleurs. Alors comment ça se construit? Par tout un ensemble de discours plus ou moins islamophobes et répressifs. Ça peut être par exemple ceux qui vont désigner les musulmanes et les musulmans comme responsables des attentats. Et ça me semble quelque chose de très important, c'est que on va prioriser le terrorisme islamiste sur d'autres types de terrorisme, par exemple le terrorisme d'extrême droite, le terrorisme néo-nazi, le terrorisme des suprémacistes blancs, qui est d'ailleurs beaucoup plus meurtrier aux États-Unis. Donc on va focaliser sur le terrorisme dit islamiste en assimilant terrorisme et islam. Une fois qu'on a associé terrorisme et islam, eh bien l'équation est très vite faite entre musulmans et terroristes. Et donc quand on appelle la population à surveiller des potentiels terroristes, on va les appeler à surveiller des musulmanes et des musulmans. Ça va être aussi tous les discours qui assimilent, qui disent qu'il y a un problème musulman. On peut en trouver des tas, hein, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. En France, on a des tas d'hommes politiques ou de femmes politiques qui disent qu'il y a un problème de l'islam ou un problème des musulmans. Et ça, effectivement, ça construit un problème public et ça attire sur un danger, sur ces individus qui seraient de potentielles menaces, etc. Vous avez aussi, je cite dans mon livre, des chefs d'entreprise ou des acteurs du secteur privé qui vont appeler à surveiller les musulmans. C'est par exemple le cas du PDG de Ryanair qui va dire, vous voyez bien que la menace, ce sont les hommes musulmans, donc il faut les surveiller dans les aéroports. Sauf que, si on regarde ce qui se joue dans les aéroports, on sait déjà que ce sont les corps racisés, les corps supposés musulmans, qui vont être l'objet des fouilles, des contrôles et des interrogatoires. Par ailleurs, il y a déjà des algorithmes qui travaillent dans les aéroports par le biais des caméras de vidéosurveillance, mais pas seulement, et qui vont donner à chacune et à chacun une note de risque terroriste. Si vous venez du Moyen-Orient, votre risque terroriste est tellement élevé que de toute façon, vous serez arrêté pour un interrogatoire dans un aéroport. Donc en fait, lorsque le PDG de Ryanair parle, il ne parle pas de la surveillance technologique, des caméras de vidéosurveillance, il parle des usagères et des usagers des aéroports qui doivent regarder les corps musulmans. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ce que j'essaie de montrer aussi, c'est que l'action répressive de l'État elle-même va façonner notre regard. Qu'est-ce que la police fait lorsqu'elle contrôle quelqu'un dans la rue, lorsqu'elle contrôle un corps racisé? Qu'est-ce que fait la police lorsqu'elle arrête quelqu'un? Ou ce que dans un aéroport, voilà, quelqu'un est fouillé, arrêté parmi une foule d'individus. Ça va attirer notre regard et ça va créer un corps dangereux. Et là, par exemple, il y a une philosophe qui a écrit un livre intéressant qui s'appelle Strange Encounters et elle montre comment, par exemple, l'interpellation policière et toi là, dans un quartier, va créer un corps suspect, un corps étrange, un corps dangereux, créé par la police et par cette intervention policière. Et puis on peut penser aussi à Frantz Fanon avec cette interpellation raciste. Tiens, un nègre, c'est exactement ça que fait la police lorsqu'elle cible, elle profile, elle fait un profilage racial sur les musulmanes et les musulmans. Ça attire notre regard. Donc, l'action répressive de l'État, elle n'a pas qu'une fonction punitive. Elle a aussi une fonction de visibilité de corps dangereux que nous devons surveiller et que nous devons avoir à l'œil. Et donc la répression de l'État, elle construit notre œil sécuritaire. En tout cas, c'est l'un des objectifs. Et puis enfin, dans le cadre de la lutte antiterroriste, il y a un élément qui est très important, qui sont les grilles de radicalisation ou les signaux de radicalisation. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on retrouve partout, sur Internet, dont on a beaucoup parlé, partout dans les médias, à la télévision, etc. C'est quoi ces signes de radicalisation? C'est tout et n'importe quoi. C'est par exemple, alors il y avait une grille de signaux de radicalisation qui avait été envoyée à une université, c'était l'université Cergy-Pontoise en 2019, juste quelques jours après un discours d'Emmanuel Macron dans lequel il appelait à la construction d'une société de vigilance où la nation tout entière se mobiliserait contre l'hydre islamiste
et où il appelait les fonctionnaires à surveiller les déviances, les déviations, les petits riens qui signalent un éloignement de la République, je crois, avait-il dit. Quelques jours plus tard, une grille de signaux de radicalisation avait été envoyée aux membres de la communauté universitaire de Cergy-Pontoise, indiquant: est-ce que l'un de vos collègues, par exemple, s'absente aux heures de prière? Est-ce que quelqu'un refuse l'autorité des femmes? Est-ce que quelqu'un porte la barbe sans moustache? Est-ce que quelqu'un porte un pantalon à mi-mollet? Et donc les membres de la communauté universitaire devaient alerter et donc dénoncer si quelqu'un dans l'université avait ce comportement-là. Si on regarde ces grilles de radicalisation, en fait, j'ai utilisé une analogie avec ce que disait Pierre Bourdieu sur les sondages. Pierre Bourdieu disait: un sondage, ça sert à quoi? Ça sert à poser des questions à des gens sur des questions qu'ils ne se seraient pas posées, et à imposer une problématique sur des questions. Alors évidemment, ça marche à fond pour les questions sécuritaires, et ça marche aussi avec ces grilles de radicalisation qui en fait nous imposent une problématique visuelle. Qu'est-ce que l'on doit regarder? On doit regarder quelqu'un qui porte une barbe mais qui n'a pas de moustache, quelqu'un qui a un pantalon à mi-mollet, quelqu'un qui s'est enlevé des réseaux sociaux, puisque c'est des choses qu'on retrouve dans les grilles de radicalisation, et bien sûr les femmes qui portent le voile. Puisque, évidemment, puisqu'on nous incite à nous surveiller entre nous, sur quoi on va insister? Sur ce que l'on peut voir, sur ce qui est visuellement problématique. Et donc, ce qui est visiblement problématique, c'est aussi les femmes qui portent le voile. Avec cette idée toujours, là encore, il y a ce qui est visible, et puis on nous incite quand même à regarder ce qui pourrait ne pas être visible. Et là, il y a tout un discours très important sur la taqia, ou les femmes qui vont se convertir et qui vont tout d'un coup porter le voile en dehors de chez elles. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une autre dimension à cette société de la délation dont vous parlez, qui est celle de l'anticipation? On a des criminologues qui ont eu la bonne idée, après le 11 septembre, d'inventer le concept de décèlement précoce. Donc en l'occurrence... Alain Bauer et Xavier Hofer. Ce que ça implique, c'est en fait de penser la question du terrorisme, mais en réalité de la police, du point de vue de l'anticipation. Et ça, en fait, quand on y réfléchit, ça change absolument tout. Mais ça, ça a des implications parfaites sur ce que j'analyse. C'est-à-dire que ce que tu appelles décèlement, c'est la prévention de la radicalisation. C'est la répression de ce qu'on appelle l'état dangereux prédélictuel, avant que le délit soit commis. Et ça change tout en matière de répression, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, on attendait qu'un attentat soit commis ou qu'un acte soit commis, on arrêtait quelqu'un. L'idée, comme vous l'avez dit, c'est d'arrêter quelqu'un avant qu'il ne passe à l'acte, c'est-à-dire avant qu'il n'ait commis un délit ou un crime. Ce qui fait que le procès devient de moins en moins important. La justice devient de moins en moins importante, même si elle a toujours des visées évidemment punitives, et elle ne manque pas de le faire. Mais le curseur de la répression s'est clairement déplacé sur l'avant-procès, sur toute cette maille du renseignement. Et donc évidemment, ça va impliquer l'administration, qui peut faire des enquêtes, notamment, enfin des perquisitions, qui a un pouvoir intrusif aussi plus important, les agents de renseignement, et puis la population. Et d'ailleurs, je cite le cas d'un sénateur républicain américain qui dit: est-ce que vous avez déjà vu un juge empêcher un attentat? Ou est-ce que vous avez déjà vu un procès empêcher un attentat? Non. Par contre, les citoyens américains vont nous empêcher, avec leurs yeux et leurs oreilles, d'empêcher un attentat. Donc, cette construction du corps utile comme un corps qui va aider à la répression et la prévention de la lutte antiterroriste, elle vient précisément de là, de ce tournant préventif qui existe déjà bien avant 2001, qui existe en France au moins depuis les années 90. C'est ce qu'on appelait, oui, le tournant préventif de la lutte antiterroriste. Donc ça joue, parce qu'évidemment, on va appeler tout le monde à surveiller, non pas l'acte, non pas quelque chose d'objectivable, mais quelque chose, effectivement, qui est suspect et qui pourrait devenir un passage à l'acte, ou qui pourrait devenir véritablement un danger, une menace. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux gens signaler une infraction. On dit aux gens surveiller des anormalités, des choses suspectes. Donc, même les citoyennes et les citoyens doivent être dans cette anticipation et dans cette projection.
Quand on demande à quelqu'un de surveiller, quelqu'un qui commence à avoir des discours extrêmement sérieux, un enfant qui enlève des posters dans sa chambre, ou quelqu'un qui a un pantalon en mi-mollet, il n'a rien fait. On est déjà dans la possibilité que peut-être cette personne, un jour, elle puisse faire quelque chose. Et donc, les citoyennes et citoyens sont déjà dans cette anticipation-là. Et donc, ça crée une société non seulement de la vigilance, mais de la suspicion permanente. Ou la présomption de culpabilité, qui est une notion qui a été validée en droit, et par le Conseil constitutionnel, et par la Cour européenne des droits de l'homme, dans certains cas, dans le cadre de la lutte antiterroriste, devient aussi la norme pour nous. On doit appliquer une présomption de culpabilité aux gens que l'on croise, et en particulier à ces corps suspects dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça fait de nous des agents des services de renseignement qui prédisent, dans une forme de minority report, ce que vont faire nos concitoyens. Et ça, c'est extrêmement préjudiciable, parce qu'évidemment, ça crée des rapports à l'autre qui sont tout à fait pernicives, qui sont dans le doute, dans la suspicion, dans la traque du mensonge, dans la détection de la vérité. Est-ce que cette personne nous ment ou pas? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Est-ce qu'elle est vraiment dangereuse? Et comme je le disais aussi, ça va s'appliquer aux enfants, avec cette idée que très tôt, on peut repérer des signes de radicalisation ou des signes de dangerosité, que quelqu'un qui va devenir violent, on peut le voir dès 3 ans. Et donc, on devient aussi des surveillants d'enfants, des agents de renseignement qui vont espionner des enfants. Oui, on peut poursuivre là-dessus sur l'école. Donc, effectivement, le ciblage sécuritaire intervient bien avant que crime ou délit soit commis. Mais surtout, c'est-à-dire qu'on va surveiller aussi des enfants de plus en plus jeunes. On l'a vu récemment, des enfants arrêtés par la sous-direction antiterroriste alors qu'ils étaient en école élémentaire pour avoir refusé une minute de silence à la suite de l'assassinat de Samuel Paty. Et tu repars aussi dans ton livre de la typologie d'Althusser entre appareil idéologique d'État qui fonctionne à la violence douce, l'idéologie, et l'appareil répressif d'État qui lui fonctionne à la violence. Est-ce que tu peux dire quelque chose du coup de cette distinction qui semble du coup dans ton livre tomber un petit peu de soi, quoi? Alors, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'effectivement, la société de vigilance, c'est une société de héros et de coupables. Les héros, c'est ceux qui agissent pour l'État, pour la nation, pour la patrie, qui vont aider la police. Et cette héroïsation, elle peut d'ailleurs déboucher sur des choses absolument ridicules, comme Donald Trump qui a, je crois, décoré un chien pour avoir participé à la traque de je ne sais plus quel chef terroriste. Donc il y a des héros qui peuvent être des animaux. Et puis, il y a des coupables. Les coupables étant ceux qui ne participent pas à cette société de la suspicion et de la vigilance. Ça peut être des individus, mais ça peut être aussi des institutions. Et j'ai essayé de montrer aujourd'hui comment les États partitionnent les institutions entre bonnes et mauvaises institutions dans le cadre des logiques sécuritaires et dans le cadre de cette autosurveillance et cette dénonciation qui doit être constante. Il y a des bonnes institutions, et puis il y en a des mauvaises. La mauvaise étant par exemple l'université française. Je donne le cas dans mon livre où on explique que les experts et puis les préfets ont expliqué que l'université française n'est pas le bon lieu de lutte contre la radicalisation parce qu'on ne fait pas l'effort, nous professeurs, de dénoncer nos collègues ou nos étudiants. Il y a toute une réflexion là-dessus, comment est-ce qu'on peut impulser des logiques sécuritaires et des logiques punitives au sein de l'université. Par ailleurs, il faut savoir qu'après le 11 septembre 2001, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, les campus ont été massivement investis par soit le FBI, soit Scotland Yard, et que, évidemment, ce qui intéressait les agents du service renseignement, c'était a priori des terroristes, mais finalement, et notamment en Angleterre, c'était les étudiants et les étudiantes activistes, politisés, qui pouvaient perturber des cours, organiser des manifs ou occuper les facs. Donc on voit très bien comment, là aussi, on passe de la lutte antiterroriste à la lutte contre le militantisme, qui est une des grandes logiques répressives contemporaines. L'université, c'est une chose, mais il y a une institution centrale aujourd'hui dans cet empilement d'institutions dans le cadre répressif, c'est l'école. L'école est aujourd'hui vue comme le lieu de prédilection de lutte contre la radicalisation. Avec cette idée qu'on a développée à l'instant, qui est la suivante, on peut détecter des signes de dangerosité, de violence ou de radicalisation dès l'enfance. Et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup frappé, après notamment les attentats du Bataclan, mais pas seulement, lorsqu'on parle de l'État islamique, c'est la construction de l'enfant monstre. L'enfant ultra radicalisé, l'enfant irrécupérable, avec ces images d'enfants qui se promènent dans les rues avec des fusils, ou c'est cette idée que des enfants décapitent des individus à l'autre bout de la terre, donc l'enfant monstre. Et se diffuse aussi l'idée que l'enfant monstre, il peut être au coin de la rue.
il peut être dans l'école de nos enfants. Une institutrice peut peut-être repérer dès le plus jeune âge ce futur terroriste. Et il y a un dispositif qui devient clé au cœur de l'école, c'est le signalement. Il faut signaler les enfants dangereux, violents, potentiellement radicalisés. Et d'ailleurs, le signalement est au cœur de l'institution scolaire aujourd'hui, et pas qu'en matière de terrorisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait appliquer aux enseignantes et aux enseignants des logiques punitives et des logiques répressives, clairement. Le signalement est vraiment quelque chose qui est en train d'envahir l'école. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste, ça va même jusqu'à 4 ans, 5 ans, 3 ans, où on va signaler des enfants parce qu'ils ont dans la cour crié Allahu Akbar, par exemple, ou parce qu'ils ont fait un dessin qui ne correspond pas. Il faut prendre les discours de notre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Vous parliez de la minute de silence, il a lui-même dit que les enfants qui ne respecteraient pas la minute de silence après l'assassinat tragique de Samuel Paty seraient signalés. Comme l'ont été tous les enfants qui n'avaient pas respecté les minutes de silence après l'assassinat des journalistes à Charlie Hebdo. Et donc on voit très bien comment on criminalise l'enfance. Mais que dit Jean-Michel Blanquer aussi? Il dit il y a des comportements dangereux, anormaux, qui prédisent déjà quelque chose. C'est le petit garçon qui ne veut pas tenir la main de la petite fille. C'est l'enfant qui ne veut pas s'asseoir sur une chaise rouge. Ça, c'est des choses qui lui avaient été données par des services de renseignement. Ce sont des enfants qui ne veulent pas écouter de musique dans les écoles. Et ceux-là, il faut les signaler. Autrement dit, des comportements enfantins, anodins, qu'on pourrait qualifier, je ne sais pas, pour attirer l'attention, etc., deviennent tout à coup des signes de radicalisation. Et ça nous dit des choses beaucoup plus générales sur à la fois la répression et à la fois l'État. D'un côté, ça nous dit qu'il y a une policiarisation de l'école, où avec cette idée finalement que non seulement l'école doit accueillir la police, avec toujours cette idée, ces débats sur il faut des policiers dans les écoles, mais aussi que finalement l'enseignante ou l'enseignant, la maîtresse, le maître, peut devenir un policier lui-même en signalant et en repérant des signes de dangerosité. Ça renvoie ça aussi, c'est le deuxième mouvement, à une criminalisation de l'enfance. Avec cette idée de droite, d'extrême droite bien sûr, mais de droite, qu'on a beaucoup retrouvée chez Nicolas Sarkozy notamment, et sous son quinquennat, que la prédiction de la violence peut se faire dès 3 ans. Et cette criminalisation de l'enfance, elle devient aujourd'hui au cœur de la lutte antiterroriste, qui n'en est que l'illustration et l'amplification. Et puis, ça nous dit quelque chose sur l'État lui-même. Louis Althusser disait, dans la société, il y a 2 types d'institutions, il y a 2 types d'appareils. L'appareil répressif d'État, l'armée, la justice, la police, et puis les appareils idéologiques d'État, l'Église, la famille, l'école. Et les premières fonctionnent à la violence, les deuxièmes fonctionnent à l'idéologie. C'est-à-dire, il y aurait vraiment une distinction entre celles qui répriment et celles qui ne répriment pas. Ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ce que montre l'école, c'est qu'il y a une imbrication de toutes ces institutions-là. C'est-à-dire que même ce qu'il appelait les appareils idéologiques d'État fonctionnent aussi à la répression. Répriment, punissent, disciplinent, mais pas dans le sens éducatif, dans la visée disciplinaire au sens de Foucault. Et donc on voit que les tentacules de l'État sur les institutions s'étendent. Toutes les institutions sociales sont aujourd'hui traversées par des logiques sécuritaires. On pourrait dire la même chose du secteur social, on pourrait peut-être dire la même chose du secteur médical, avec des injonctions de plus en plus fortes auprès des médecins de dénoncer. On avait vu d'ailleurs toute une polémique au moment des Gilets jaunes, où on avait demandé aux médecins, aux infirmiers ou à des hôpitaux de signaler les Gilets jaunes qui avaient été blessés pour pouvoir les ficher. Ce qui est d'ailleurs une vieille technique. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la répression anticommuniste, et les policiers faisaient déjà ça au temps de la guerre froide, et ils tabassaient les manifestations, et après ils allaient dans les hôpitaux pour savoir qui était blessé et pour les ficher. Donc tout ça est ancien, mais tend vraiment, à mon avis, à se radicaliser, à se répandre, si bien que la distinction effectivement aujourd'hui entre appareil idéologique d'État et appareil répressif d'État tend à s'amoindrir. Les frontières deviennent de plus en plus floues, ce qui dit quelque chose de cet État répressif qui s'étend. Et ça nous dit quelque chose sur cet appareil répressif qui devient véritablement un monstre, en vraiment envahissant l'ensemble des sphères et des institutions sociales. Ouais, il y a aussi tout un pan de ces dispositifs d'autosurveillance, de délation qui sont pris en charge directement par le secteur privé. Ouais. Et d'ailleurs, tu écris aussi dans ton livre que quand les gouvernements
ne se sentent pas en mesure de légitimer tel ou tel programme qui apparaîtrait trop ostentatoire aux libertés publiques, de toute façon, ils peuvent toujours compter sur le secteur privé pour les mettre en place, pour le faire. Et est-ce que tu pourrais expliquer si, selon toi, cette délégation massive au secteur privé de ces dispositifs, elle traduit un recul du pouvoir d'État, du monopole de la violence, ou si au contraire ça permet de l'affirmer, de l'entretenir, quoi. Oui, la question qu'on peut se poser quand on voit qu'on appelle à une espèce de répression participative, où tout le monde y participerait, c'est est-ce qu'on délègue une partie du monopole de la violence ou une partie du monopole de la surveillance à minima? Pas du tout. Au contraire, on observe, à mon avis, une augmentation du monopole ou une préservation ou un renforcement du monopole de la violence. Sur le cas du secteur privé, qu'est-ce qu'on observe? On observe que dans le cas où les États ne peuvent pas faire passer des programmes de surveillance, d'autosurveillance, qui seraient trop décriés, c'est le secteur privé qui va le prendre en charge. C'est par exemple le cas d'un programme aux États-Unis qui s'appelle iWatch, qui était fait pour les transporteurs de bus scolaires, avec l'idée que les transporteurs de bus scolaires et les transporteurs routiers devaient surveiller les passants, devaient surveiller ceux qu'ils transportaient dans leur véhicule, etc. Ça n'est pas passé au Congrès. Du coup, c'est une société privée qui a financé ce programme d'autosurveillance et de délation, mais aidée par le Congrès lui-même qui a donné un peu d'argent. Donc ce n'est pas l'État américain qui l'a financé, c'est les sociétés privées, mais aidées par l'État. Donc on voit que les sociétés privées, elles suppléent l'État dans cette imposition de l'autosurveillance et de la délation. Mais il y a plus que ça. C'est-à-dire que les sociétés privées, les sociétés marchandes en particulier, aident l'État en impulsant chez nous des normes espionnes, des normes voyeuristes, des normes policières. Je cite le cas d'un ensemble de gadgets qui visent à faire de nous des espionnes et des espions, comme par exemple le détecteur de mensonges portable, qui est censé mesurer le mensonge par le degré de stress vocal. On peut trouver ça à moins de 60 € sur Internet, ça dit quelque chose. Ça veut impulser chez nous cette idée, on en revient que l'autre ment et qu'il ne dit pas la vérité, donc il faut toujours avoir un regard suspicieux. On voit très bien aussi comment aujourd'hui on promet aux individus d'avoir des techniques de surveillance qui étaient propres aux États ou propres aux entreprises. C'est par exemple le cas de tous les logiciels qui permettent de repérer ce que vous tapez sur votre clavier ou à quel mail vous envoyez, de surveiller nos communications en ligne notamment. C'est par exemple le cas des puces GPS qui permettent de géolocaliser quelqu'un, c'est le cas des micros qui permettent d'espionner des conversations, etc. Donc on voit très bien que le secteur privé aide doublement l'État, soit en finançant des programmes que lui ne peut financer, soit de manière beaucoup plus insidieuse et douce, en exerçant un pouvoir disciplinaire et en inculquant des normes espionnes, voyeuristes, policières chez les individus. Et à mon avis, il n'y a pas du tout de délégation du monopole de la surveillance. Au contraire, ça ne fait que le renforcer dans le sens où ça prolonge l'action de l'État, ça prolonge ces injonctions de l'État et ça prolonge ce pouvoir disciplinaire. Oui, si on prolonge un peu cette question, moi ce qui m'a surpris dans ton livre, c'est que par exemple tu ne parles pas des vigiles de sécurité, alors qui sont quand même un exemple très concret de cette forme de délégation au marché privé, d'une forme de régulation de corps déviants. Pourquoi tu n'as pas finalement choisi d'en parler? Parce que tu juges pas ça significatif ou parce que simplement c'était un autre pan de la recherche que tu feras plus tard? Alors en fait la question des vigiles est extrêmement intéressante et je l'avais déjà un tout petit peu travaillée quand j'avais travaillé sur la légitime défense. Où la question que je m'étais posée, c'est qu'est-ce qui se passe dans les années 70 où on appelle tout le monde à se défendre et à pratiquer l'autodéfense ou la légitime défense. Et dans ce contexte-là, on est dans le cadre de l'émergence d'une société de sécurité, comme le disait Michel Foucault, c'est-à-dire une société dans laquelle priment les questions sécuritaires, apparaissent effectivement un ensemble de moyens de se défendre ou de défendre autrui. Ça va être les armes chez les individus, ça va être les vigiles pour les sociétés, pour les entreprises. Et ce que j'avais remarqué, c'est qu'à la fois, il y avait la volonté de déléguer, parce que l'État ne peut pas tout en matière de sécurité. Ça, c'est vraiment une idée qu'on retrouve dès les années 70, c'est que les experts, j'avais travaillé dans des archives sur les questions sécuritaires, il y avait des experts en sécurité qui disaient « l'État ne peut pas tout faire ». Donc il va bien falloir déléguer à des entreprises privées notamment. Donc à la fois, il y a cette volonté de déléguer, et à la fois, il y a une volonté d'encadrer.
Par exemple, dans les années 70, on va commencer à réglementer le port d'armes et l'usage de l'arme à feu des vigiles qui crée de nombreuses bavures. On parle beaucoup des bavures policières, mais il y a aussi de nombreuses bavures, entre guillemets, qui sont créées par les vigiles. Et en fait, la question des vigiles elle est intéressante, mais elle rejoint, à mon avis, celle des citoyennes et des citoyens qui sont incités à participer à la répression, dans cette histoire de répression participative. C'est-à-dire qu'à la fois, on délègue un petit peu, mais en réalité, on contrôle. C'est-à-dire on contrôle les agissements, on contrôle les manières d'exercer cette petite répression participative. Et en réalité, on voit très bien que l'État garde toujours le monopole. Soit en encadrant, soit en empêchant, soit tout simplement en désarmant, en pacifiant. Et je crois que les vigiles, ça s'inscrit aussi dans cette histoire de répression participative où on délègue, mais à la fois on encadre. Et dans la lutte antiterroriste, du coup, pourquoi autant pousser à la délation de la part des États? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Est-ce que c'est plus pour se dédouaner si jamais il se passe quelque chose? Ou c'est pour exercer un contrôle vraiment sur la population? La question de la délation, elle est super importante et elle n'est pas que pour le cas de la lutte antiterroriste, elle l'est pour tout. Gérald Darmanin, notre cher ministre de l'Intérieur, nous a appelé récemment à dénoncer des points de deal qui seraient à côté de chez nous en nous connectant sur le site moncommissariat.com. Je crois que cet exemple-là est très parlant. Ce qui m'a intéressé dans le cas de la délation, c'est qu'elle est partout aujourd'hui. Elle est vraiment insidieuse. Il faut regarder pendant la pandémie de coronavirus les appels à la délation. Alors en France, ils ont été un peu prudents. Il y a très peu de maires notamment, mais ça a été le cas dans l'Essonne, où vous avez une maire qui a appelé à la délation des personnes qui ne respecteraient pas les consignes sanitaires. Mais dans les autres pays, en Belgique, en Espagne, en Italie, on a clairement appelé à une police des balcons, c'est-à-dire à ce que tout le monde se dénonce. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Et c'est quoi les objectifs? L'objectif premier, a priori, c'est de récolter des renseignements sur d'autres. C'est vrai. Question, est-ce que toutes les dénonciations aboutissent à une action de la police ou de la justice? Non. D'ailleurs, on ne peut pas le savoir, on n'a aucun moyen de savoir ce que deviennent ces dénonciations-là. Mon hypothèse, c'est que la dénonciation ou la délation, elle ne sert pas à dénoncer quelqu'un. Et donc, finalement, à aider la police à arrêter un coupable ou un suspect, sauf dans de très rares cas. Et c'est pour ça que je fais dans mon livre le parallèle entre la délation et l'aveu au sens de Michel Foucault. Michel Foucault, il disait quoi sur l'aveu? Il disait, l'aveu, ce qui compte dans l'aveu, c'est pas le dire vrai. C'est pas que la personne, elle avoue une vérité, mais c'est qu'elle parle. C'est qu'elle dise quelque chose. Et surtout, que cet aveu lui coûte, parce qu'il ne voulait pas parler notamment. Et bien, je crois que c'est exactement la même chose de la délation. L'important, c'est pas que les personnes, elles disent quelque chose qui soit vrai, mais qu'elles parlent à la police. Et d'ailleurs, quand j'avais travaillé sur un peu les publications des voisins vigilants ou des Neighbor Watch, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup surpris. On me disait beaucoup, si vous dénoncez quelque chose qui est faux, c'est pas grave, tant mieux. Mais vous ne serez pas inquiété par la justice. Donc ce qui comptait, c'était pas le vrai, c'était qu'on dise. Pourquoi? Et là, je crois que c'est important. Parce que d'une part, dénoncer, signaler, alerter, on peut employer tous les mots qu'on veut, ça fait un flot de paroles citoyennes en faveur de la répression. Et donc, ça la légitime. Il suffit de regarder, je reprends l'exemple de la lutte antiterroriste, tout ce qui a été dit sur Pharos, la plateforme de signalement en ligne Pharos. Il nous dit c'est des dizaines, des vingtaines, des trentaines de milliers de signalements qui sont faits par an. C'est formidable, les citoyens participent à la lutte antiterroriste. En réalité, c'est de la légitimation de la répression. Qu'est-ce que deviennent tous ces signalements? On n'en sait rien. Donc, la légitimer. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important. C'est que du moment qu'on signale, qu'on dénonce, qu'on pratique la délation, on appelle les autorités à faire quelque chose. Et donc, on crée un lien avec la police, on crée un lien avec la justice. Et moi, l'hypothèse, la thèse que je défends, c'est que les appels à la délation, ce sont des appels à construire un lien avec la police et avec les autorités de répression. C'est pour nous tenir, pour qu'on soit constamment en lien avec la police. Et le cas le plus significatif, je crois, mais illustratif de ça, c'est les applications mobiles qui se développent partout dans le monde pour qu'avec notre téléphone, on puisse appeler la police ou signaler à la police, envoyer du son, des coordonnées GPS, des vidéos, du texte, du son. Ça veut dire que dans notre portable, on devrait penser à signaler et à appeler la police. Et donc, c'est finalement pour nous tenir. Là encore, c'est assez vieux, je crois, ça remonte au moins aux années 70, où vous avez tout un débat sur la population française n'a pas assez confiance en sa police.
il faut absolument restaurer le lien de confiance de la population envers sa police. C'est d'ailleurs ce que dit tous les jours Gérald Darmanin lorsqu'il dit qu'il faut ressouder la population autour de sa police. Appeler la délation, c'est appeler à créer un lien avec la police. Et puis, de manière beaucoup plus générale, si tout le monde se dénonce, tout le monde a la peur de tout le monde. Il y a donc une forme d'insécurisation mutuelle. Et donc, si la population elle est insécurisée, elle est divisée, ça empêche les luttes communes et ça assoit le contrôle de l'État sur la population. Donc c'est à la fois effectivement que tout le monde s'autosurveille, se dénonce et ait peur de l'autre, mais c'est aussi une manière de diviser et d'empêcher de créer des choses communes.